La connectivité écologique, elle nous intéresse parce qu'elle est définie comme une des 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité. Si je commence à parler d'effondrement des écosystèmes. En tous les cas, la connectivité écologique, à travers l'appauvrissement génétique des populations, la fragmentation du paysage, est un des grands contributeurs de cette érosion de la biodiversité. Une parcelle ou un bout de ville peut contribuer à renforcer ou à dégrader une connectivité écologique, qu'elle soit paysagère, qu'elle soit de l'ordre d'une trame noire, donc de l'obscurité, etc. Nous avons quatre métiers que nous essayons de structurer dans une approche globale. Le métier conseil innovation, qui va du concept immobilier jusqu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage de grands projets tertiaires, avec une très forte dynamique d'innovation et d'intégration du digital pour la performance globale du bâtiment, des quartiers, de la ville. Un métier d'aménagement intérieur qui accompagne la stratégie workplace ou des lieux de travail. Un métier d'immobilier responsable qui s'appelle également Astrance, dont la raison d'être est de faire la stratégie environnementale des quartiers et des bâtiments et de les traduire en termes d'ingénierie environnementale dans des projets. Donc vraiment une théorisation de ce qui est nécessaire à la transition environnementale et d'en faire des projets concrets. Et puis le pôle biodiversité et biophilie que j'ai le plaisir de diriger et qui s'appelle également Gondwana. Voilà. Aujourd'hui, Gondwana travaille à 4 échelles. Nous essayons d'aller vraiment du macro au micro. Comment réfléchir la biodiversité à l'échelle soit d'un territoire, soit d'une stratégie d'entreprise, avec notamment une stratégie immobilière. Comment on gère la biodiversité à l'échelle d'un patrimoine de 800 bâtiments parsemés dans 180 pays, par exemple, ou juste en France. Nous réfléchissons également beaucoup à l'échelle du site ou du projet sur lequel du projet qui va avoir lieu, que ce soit à l'échelle du quartier, du bâtiment ou autre. Comment traiter ça? Alors soit à travers des démarches réglementaires, vous savez que les espèces sont protégées en France, donc on peut faire des inventaires naturalistes, mais également des démarches volontaires comme les labels, et puis évidemment des démarches volontaires, juste faire un diagnostic écologique sur le site où on va construire. Nous réfléchissons également à l'échelle des activités, des produits. On a une entrée de ressources qui est très importante. Rien que l'exemple du béton, évidemment, est parlant. Les granulats sont recherchés dans des milieux souvent naturels, donc on regarde aussi, on s'intéresse avec des producteurs, des industriels, pour essayer de calculer et de limiter cet impact hors site, ce qu'on appelle la biodiversité grise. Et puis, dernière brique qui est extrêmement importante pour nous, c'est de parler à l'humain. On ne fait pas que du B2B, on ne fait pas que des super projets d'experts. Il faut que ça ait du sens. La biodiversité en ville, quand on fait un bâtiment, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit une nature de proximité pour les utilisateurs. Et pour nous, en tous les cas, la façon dont on répond à cette problématique, c'est d'aller voir ces utilisateurs, ces occupants, que ce soit du tertiaire, du résidentiel, même sur un chantier, aller voir les compagnons, à travers des outils d'animation assez classiques. Ce qui se fait dans les milieux naturels depuis 40 ans, on l'a adapté à la ville et au milieu urbain. Et puis notre petite fierté, en France on a la loi Pacte qui a introduit les entreprises à mission. Bien avant la loi Pacte, des Américains se sont dit une entreprise ne doit pas avoir comme seule raison d'être de gagner de l'argent. Et donc a été lancée la certification B Corp des entreprises à mission. Cette certification B Corp qui est notre fierté et dont nous avons dû justifier critère par critère notre raison d'être. Bonjour à tous, donc je suis Céline Clausel, je suis maître de conférence en géographie à l'université Paris Diderot. Donc je travaille sur les questions de biodiversité et de connectivité depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je ne vais pas comptabiliser. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, l'idée c'est plutôt de vous faire plus qu'un point d'avancement sur Grafab, de revoir ce qu'est Grafab justement et de vous montrer un peu les applications possibles en prenant des exemples assez récents de ce qui a été fait. Pour revenir à
aux origines de GraphHub. GraphHub, c'est un logiciel qui permet de cartographier les réseaux écologiques et d'analyser leur structure, leur robustesse, leurs points de fragilité à partir de la théorie des graphes. Donc c'est un logiciel en open source, donc, qui est en téléchargement libre, qui a été développé à partir de 2009 et à travers un programme de recherche qui a été financé par le ministère de l'écologie pendant 6 ans. Pour revenir sur l'expression réseau écologique, c'est une expression qui a plusieurs sens. Ici, on entend réseau écologique comme l'ensemble spatial qui est constitué par un ensemble d'habitats naturels ou semi-naturels, qui est l'habitat pour certaines espèces animales ou végétales. Et ces ensembles d'habitats, qu'on va souvent appeler tâches d'habitat, sont potentiellement reliés par des corridors. Donc ces corridors peuvent être continus, comme ici, ou discontinus, comme ici. Et puis on a des tâches d'habitat qui peuvent ne pas être connectées parce qu'elles sont trop éloignées les unes des autres ou parce qu'il y a une barrière dans le paysage qui freine les déplacements, qui empêche les déplacements des espèces. Ces réseaux écologiques, ils ont une importance capitale parce que n'importe quelle espèce, qu'elle soit animale ou végétale, doit se déplacer pour survivre. Je vais prendre l'exemple des animaux qui est le plus simple, mais les espèces animales vont avoir besoin de se déplacer pour s'alimenter au quotidien, pour migrer éventuellement d'une saison à une autre, pour aller coloniser de nouveaux habitats à l'échelle de la dispersion, ou sur des temps plus longs pour faire bouger leur aire de répartition avec par exemple l'augmentation des températures. Pour faciliter ces déplacements, une propriété essentielle du paysage, c'est la connectivité du paysage. La connectivité, c'est la capacité du paysage à favoriser le déplacement d'espèces, d'individus, d'espèces, entre des tâches d'habitat. Et donc cette connectivité du paysage, elle a été reconnue dans les études scientifiques comme un facteur clé pour la viabilité des populations animales et végétales, puisqu'un paysage qui est bien connecté, qui a une forte connectivité, va faciliter les déplacements des individus. Surtout, aller se reproduire dans d'autres habitats et donc échanger des gènes pour maintenir la viabilité de la population. Donc cet objectif de connectivité, petit à petit, il a été intégré dans les différents dispositifs de gestion environnementale. On a des dispositifs qui avaient pour objectif premier de mettre en réseau les habitats naturels ou semi-naturels. Donc par exemple le trame verte et bleue en France, qui a des équivalents dans d'autres pays. Suite à la conférence de Nagoya en 2010, on a les objectifs d'Aichi. Donc un des objectifs est justement d'atteindre l'objectif à 2020 que 17% des zones terrestres soient protégées et connectées fonctionnellement. Bon, autant vous dire que 2020, on n'atteindra pas cet objectif de 17%, en tout cas pour la partie connexion. Les premiers bilans montrent qu'on arrive à 17% de zones protégées, mais pas encore connectées. Et puis ici, je vous ai mis un graphique dont on reparlera peut-être à la fin, qui est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, où il n'y a pas explicitement l'objectif justement de mettre en réseau les habitats, mais où justement la théorie des graphes a un intérêt important pour intégrer la connectivité dans les différentes phases de la séquence ERC. Donc la théorie des graphes pour modéliser les réseaux écologiques, le point de départ c'est une carte de paysage, donc une carte d'occupation du sol. Dans une version simple, c'est différentes catégories comme par exemple le boss de l'Île-de-France, mais on peut évidemment aller beaucoup plus loin dans la complexité. Ce réseau écologique, il est identifié pour une espèce ou un groupe d'espèces. Donc, prenons l'exemple ici, par exemple, de mammifères forestiers. Leur tâche d'habitat favorable, optimale, c'est les parcelles forestières, donc les patchs forestiers, qu'on va isoler, qui vont devenir les nœuds dans le graphe.
Et ensuite, les chemins de moindre coût, donc les chemins qui connectent ces tâches d'habitat et qui tiennent compte de la perméabilité du paysage, puisqu'on sait que pour la majorité des espèces, elles ne vont pas se déplacer en ligne droite, elles vont serpenter dans le paysage pour aller suivre des éléments favorables. Ces chemins de moindre coût, ils vont être modélisés sous la forme de liens dans le graphe. Et donc ce réseau écologique qui est ici cartographique, on va avoir sa version modélisée sous la forme d'un graphe. Et cet objet graphe va nous permettre de calculer par exemple des indices de connectivité à l'échelle globale ou à l'échelle locale, par exemple pour hiérarchiser les nœuds ou les liens en fonction de leur importance pour la connectivité. Par exemple, si on enlève cette tâche d'habitat ici, même si elle est toute petite dans le paysage, elle a une importance capitale en termes de connectivité parce que si on l'enlève, elle va rompre des connexions entre cette partie du réseau et cette partie-là. Voilà pour le principe général. On a 4 grands types d'applications. Donc pour le premier objectif, l'idée ici c'est d'utiliser le graphe pour pouvoir hiérarchiser les habitats et les corridors en fonction de leur importance pour la connectivité, de manière à guider les opérations de préservation pour pouvoir protéger en priorité les habitats ou les corridors qui ont une importance stratégique. Donc l'idée ici, c'était de modéliser les continuités forestières à l'échelle de la France, ce qui n'était pas possible il y a quelques années auparavant, parce qu'on n'avait pas de carte d'occupation du sol à l'échelle de la France suffisamment précise. Donc, à partir de cette carte, on a extrait les patchs de forêt et on a calculé les chemins entre ces taches de forêt pour obtenir un graphe. Donc là, on a donc la trame forestière avec une hiérarchisation, c'est les couleurs ici, des nœuds d'habitat, des tâches d'habitat et des corridors. Et l'idée, évidemment, puisque cette trame forestière, elle existe, elle est dans la trame verte et bleue, l'idée c'était de comparer avec ce qui avait été fait dans les SRCE régionaux. En sachant évidemment qu'on n'est pas du tout sur la même démarche méthodologique. Mais c'était intéressant de voir, par exemple, que donc en vert, ici, les taches en vert sont les réservoirs de biodiversité de la trame verte, donc la sous-trame forestière. Et les points ici, les cercles, correspondent aux nœuds de notre graphe que l'on a réalisé. Et donc quand on superpose les deux, on s'aperçoit, heureusement d'ailleurs, qu'on a des habitats forestiers identiques dans les deux approches, l'approche graphe et l'approche trame verte. Donc par exemple les montagnes de Reims, le PNR des montagnes de Reims, le PNR des Ardennes, au nord, ce sont des réservoirs forestiers qui ont été jugés importants dans la trame verte et bleue, qui montrent qu'en termes de connectivité, ce patch forestier est extrêmement important. On a également constaté des divergences, c'est-à-dire des nœuds dans le graphe, donc des patchs forestiers qui n'apparaissaient pas dans la trame verte et bleue, alors qu'ils avaient une importance capitale pour la connectivité. Donc c'est par exemple ici, ces camps, qui sont des camps militaires en fait, et lorsqu'on modélise le graphe en ne tenant pas compte des usages du sol, en s'intéressant juste à l'occupation du sol, il s'avère que ces camps militaires ont une certaine quantité de forêt dans leur emprise, qui n'a pas été prise en compte dans la trame verte et bleue, puisque ce sont des réservoirs plutôt de milieu ouvert. Or, si on s'intéresse aux continuités forestières, la présence de forêt dans ces camps peut permettre de reconnecter, en tout cas, cette partie du réseau, les montagnes de Reims, avec la forêt d'Argonne ici. Donc une importance capitale qui mériterait justement d'être interrogée pour voir si on pouvait adapter les usages pour faciliter les déplacements des espèces forestières entre les deux parties du réseau. L'autre application, donc la deuxième application, c'est utiliser justement les capacités de simulation de la modélisation pour évaluer l'impact de grands projets d'aménagement. Donc typiquement, c'est lorsque vous avez un projet d'aménagement de type construction de nouvelles routes, de nouvelles LGV ou d'extension urbaine, on va pouvoir évaluer l'impact de la connectivité
l'impact de ce projet sur la connectivité en faisant une analyse diachronique, en modélisant le réseau avant cet aménagement et en le modélisant après et en regardant les conséquences. Donc là, vous avez une application sur l'impact potentiel de l'A45 entre Saint-Étienne et Lyon, où ils ont modélisé le réseau écologique de différents groupes d'espèces, une quinzaine de groupes d'espèces, et évalué l'impact potentiel de ce projet, donc sur la connectivité par exemple pour les mammifères forestiers ou pour les oiseaux de milieu ouvert. L'avantage de ce type d'approche, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà de l'impact strictement local de l'infrastructure, où les études d'impact, généralement, encore maintenant, s'intéressent par exemple à la quantité d'habitat détruit sur l'emprise, mais ne s'intéressent pas forcément à l'effet de coupure occasionné par l'infrastructure, qui peut avoir des répercussions sur plusieurs kilomètres au-delà de l'infrastructure. L'autre avantage de ce type d'approche, c'est les rendus cartographiques qui sont un support extrêmement intéressant pour discuter, faire discuter en tout cas les différents acteurs autour des projets pour justement identifier des mesures de réduction par exemple ou des projets alternatifs. Le troisième type d'application, c'est typiquement une fois que l'aménagement est réalisé, où est-ce qu'on peut restaurer des connexions dans le réseau écologique. Donc ici un exemple sur les passages à fol, par exemple, le long d'infrastructures de transport, pour notamment réduire les risques de collision. Donc on va pouvoir croiser les corridors modélisés, le réseau routier et le trafic évidemment, pour identifier les zones à fort risque de collision entre la faune sauvage et les véhicules. Dernière application, où créer de nouveaux habitats pour renforcer la connectivité. L'idée ici, c'est d'améliorer la connectivité en créant de nouveaux habitats et en les plaçant justement à des endroits stratégiques, soit pour densifier le réseau, soit pour reconnecter des parties de réseau. Le projet Oasis, on a une volonté de la ville de Paris de végétaliser des espaces en ville, notamment les cours d'école, dans l'objectif de réduire l'îlot de chaleur urbain. Nous, avec les étudiants de Master 2, on a essayé de travailler sur cette question-là de végétalisation des cours d'école, mais d'un point de vue de la biodiversité, pour voir si cette végétalisation pouvait contribuer à la trame verte. Donc la question, c'est les cours d'école qui ont été déjà végétalisés, donc les cercles qui sont orange et rouge et jaune. Est-ce que ces cours d'école participent aux continuités écologiques intra-urbaines? Et si on doit en végétaliser de nouvelles, où est-ce qu'on va les végétaliser en priorité? Donc dans des secteurs où on va pouvoir peut-être reconnecter des espaces verts plus importants, en prenant appui avec les alignements d'arbres par exemple, ou des espaces verts plus petits. Et puis, dernière application, la renaturation d'espaces en milieu urbain dense. Donc là, c'est une commande de l'Essonne, où on a des territoires qui sont très denses, des villes qui peuvent être carencées en espaces verts, et où l'association Environnement 92 souhaite identifier et hiérarchiser des espaces vacants, artificialisés, qu'il serait intéressant à désimperméabiliser, à remettre de la terre et à revégétaliser, et notamment d'un point de vue des continuités écologiques, où est-ce qu'on va identifier ces parcelles à revégétaliser pour justement améliorer les connexions à l'échelle intra-urbaine. Donc juste pour terminer sur ce graphique-là qui représente le principe de la séquence éviter, réduire, compenser. Et pour en fait replacer les 4 applications que je vous ai présentées dans cette séquence-là pour montrer qu'en fait ces applications peuvent être utilisées pour la phase évitement, la phase réduction et la phase compensation. En modélisant des réseaux écologiques, alors pour évidemment plusieurs réseaux écologiques pour plusieurs espèces, on a un réseau et on va pouvoir tester différents emplacements, différents tracés pour une nouvelle infrastructure, de manière à les hiérarchiser en fonction de leur impact pour la connectivité. Donc ça, c'est le principe de la phase éviter, évidemment là pour la partie connectivité écologique.
Ensuite, une fois que le tracé est choisi, donc ici le H, on va pouvoir tester sur le graphe différentes mesures de réduction d'impact en installant par exemple des passages à faune, par exemple ici ou ici, et hiérarchiser ces solutions en fonction de leur gain en termes de connectivité. Et enfin, une fois qu'on a sélectionné les mesures de réduction, on va pouvoir tester des mesures de compensation, c'est-à-dire recréer des corridors qui n'existaient pas, comme ici, ou recréer des habitats qui n'existaient pas, et évaluer ces mesures de compensation en fonction du gain en termes de connectivité, de manière à les placer stratégiquement pour reconnecter le réseau et rétablir l'état de connectivité initial, voire même éventuellement l'augmenter.